La plus grande peur de ma vie a été l'exploration d'une résurgence sous-glaciaire au Groenland en 1989, lors de notre première expédition avec Jean-Marc Boivin. En exploration polaire, une résurgence polaire, c'est donc la sortie des eaux de fonte de la calotte glaciaire. En fait, on marchait dans une rivière qui avait à peu près 1 mètre d'eau sur 30 mètres de large. On allait de plus en plus profond, on était même sous 400 mètres de glace. Et en progressant comme ça, on sentait des craquements, c'était des strates qui faisaient plusieurs tonnes, qui faisaient 5-6 mètres de long sur 2-3 mètres de large, qui s'écroulaient. Donc c'était vraiment un champ de mine, on progressait dans un champ de mine. C'était la guerre de Beyrouth, parce que c'était des explosions permanentes. C'était vraiment des coups de canon, des explosions considérables qui se répercutaient dans la galerie. En plus, ça durait 2 heures, jusqu'au premier qui allait craquer. On est arrivé devant une barrière de l'impossible. Et la peur est tellement forte qu'on a correspondu par télépathie. Et on n'a pas même cherché à comprendre pourquoi on s'est arrêté en même temps. De toute façon, si on avait fait 1 mètre de plus, on ne serait jamais revenu. Et là, donc, quand on a commencé à voir le jour, et l'équipe qui venait un petit peu à notre secours, en quelque sorte, on s'est regardé, on s'est rapproché l'un de l'autre et on s'est écroulé les bras, bras dessus, bras dessous, tête contre tête, en pleurant comme des gamins. Et Jean-Marc me disait, c'était vraiment la roulette russe. Il me disait en plus, c'était une roulette russe avec 6 balles dans le barillet. Jeannot Lamberton est glacionaute. Le terrain de ses exploits, le Groenland. Il y a organisé 11 expéditions au service de la science. Explorateur des profondeurs glaciaires, il met ses compétences de spéléo et d'alpiniste à la disposition des scientifiques. Les objectifs, découvrir les secrets des glaciers, mais aussi analyser les conditions extrêmes de la vie, humaine, animale et végétale. Des images comme ça, tu n'en auras pas beaucoup. Hein. Le père, le fils et le père, là, qui s'occupent de la mère. Dans ces expéditions, toute sa famille l'accompagne. Janine, sa femme, Maël, son fils. En compagnie de Maël, il atteint en 1998 moins 203 mètres au cœur d'un glacier du Groenland. Record du monde qui permet aux scientifiques d'étudier des lieux jusque-là inaccessibles à l'homme et de fouiller dans la mémoire de notre planète, mémoire millénaire que conservent ces glaciers. Ce petit animal translucide est l'une des découvertes les plus spectaculaires des expéditions de Jeannot Lamberton. Le tardigrade, appelé aussi ours des glaces, ne mesure pas plus d'un demi-millimètre, possède 8 pattes, munies chacune de 4 à 12 griffes. Capable d'hiberner pendant 120 ans en se lyophilisant, il survit aux radiations nucléaires, à l'alcool pur et à la température de moins 253 degrés, c'est-à-dire très proche du zéro absolu, au-delà duquel aucune vie n'est possible. Jeannot Lamberton est fasciné par ce prodigieux animal qu'il a extrait des glaces du Groenland en compagnie de son ami le professeur Coutet. Parfois, il vient suivre avec lui ses observations. Bon, ben Jeannot, on les sort. Écoute ce bruit sympathique. Donc, voilà. C'est beaucoup mieux quand même. Hein. On va regarder donc les petits tardigrades que j'ai mis dans le freezer et qui sont dans la glace depuis le retour, c'est-à-dire maintenant ça fait plus d'1 an. On va essayer de voir si nos tardigrades sont bien vivants, maintenant que la glace a fondu. Alors, je ratisse un peu pour essayer de les récupérer, parce que là, je ne les vois pas, tellement c'est petit. On va donc mettre ça sous le microscope, et on va commencer à les chercher dans la préparation. Mais ça, je trouve ça remarquable. Ah ouais.
Et tu les as pas vus, putain que tu les regardes, tu les as pas vus manger? Non, non, jamais. J'ai jamais réussi à voir le... Bon, il faudrait faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire en isoler, tu vois, sur place. Hein. Les mettre dans un petit réceptacle où il y a des lames creuses, des trucs comme ça, puis les mettre avec des ailes que tu mets à côté, quoi. Parce qu'en fait, ils doivent bien manger, mais est-ce qu'ils font ça la nuit? Est-ce que... Ça, j'ai jamais réussi à le voir. Quels autres mystères physiques et biologiques sont cachés depuis 250 000 ans dans les 3 km d'épaisseur des glaces du Groenland? Déjà, l'équipe de la NASA chargée d'étudier les phénomènes de vie sur Mars et sur Europa, un satellite glaciaire de Jupiter, a fait appel au clan Lamberton. Les biologistes ont découvert que les recherches dans les gouffres du Groenland s'apparentent à celles des scientifiques de l'espace. C'est sur la mer de glace, dans le massif du Mont Blanc, que le clan Lamberton s'entraîne pour les prochaines expéditions groenlandaises. Un glacier de 12 km de long, 40 km² de surface, c'est-à-dire la moitié de Paris. 1 million de personnes pourraient y tenir, nous serons 8 à l'habiter. L'hélicoptère apporte 1,5 tonne de matériel et des vivres pour 10 jours. Allez, qui c'est qui travaille, tiens? Première tâche, préparer les matelas, c'est-à-dire aplanir la glace à l'emplacement des tentes pour que le sol ne soit pas trop chaotique sous les duvets et les malles. Puis monter d'urgence la tente réfectoire. Il fait beau, mais le temps ici comme au Groenland peut changer brutalement. Et de toute façon, nous sommes en décembre, dans 3 heures le soleil aura disparu. Hein? Allez. Et recule, maman. Sous cette tente, 12 personnes pourront prendre place. Des scientifiques français et britanniques doivent nous rejoindre dans 3 jours. Il fait chaud sur les glaciers. Pas étonnant qu'ils fondent. Il fait plus chaud sur la mer de glace qu'à Chamonix. Luc Moreau, glaciologue, lui est déjà monté avec nous. Il étudie les glaciers, leur formation, leur vie et leurs déplacements. Ces glaciers prennent naissance en haute montagne où la neige s'accumule, s'empile saison après saison, donc sur de très grandes épaisseurs, se comprime et se transforme en glace. Et tout ça, sous l'effet de son propre poids, va s'écouler plus ou moins vite. Donc le petit cristal de neige qui tombe par exemple dans la zone haute de ce glacier de la mer de glace va mettre 2 siècles à 3 siècles pour franchir ces 12 km. En été, la surface du glacier reçoit l'énergie solaire, la glace fond, l'eau se concentre dans des rivières qu'on appelle des bédières, et quand l'eau rencontre une crevasse, elle chute à l'intérieur, et si l'eau trouve un passage au fond, elle va tailler un trou qu'on appelle un moulin glaciaire. Quand on descend dans ces trous, on fait des relations entre le volume d'eau, la profondeur du trou, les formes, la morphologie donc, de ces cavités intraglaciaires. Ici, le moulin descend à peu près à 100 mètres, et comme le glacier fait 350 mètres d'épaisseur, ici, eh bien, l'eau rejoint les bords du glacier parce que l'eau n'a pas de place pour circuler en dessous. Pas d'exploration scientifique aujourd'hui. L'installation du camp a pris le reste de la journée. Personne ne descendra dans un moulin. Et pourtant, chacun est impatient. Un vent glacial s'est levé. L'équipe se réfugie sous la grande tente où Jeannot raconte sa passion de la glace. Elle est née tout simplement d'une rencontre avec Aaron Taziev, qui lui revenait d'Erebus. C'est un volcan en Antarctique, qui est à plus de 4000 mètres. Et donc à son retour, il nous racontait ce monde bleu, des glaces, des crevasses intraglaciaires, je dirais, et sous-glaciaires de l'Antarctique.
Il disait, mais allez voir un petit peu sous la glace, c'est fantastique, c'est bleu, c'est blanc, c'est extraordinaire. En plus, cette glace, c'est une mémoire qui nous raconte plein de choses. Alors, séduit, Jeannot décide de partir en expédition sur l'île Anzis, la calotte glaciaire du Groenland. Il part sans sa famille. Le clan Lamberton n'existe pas encore. La première fois qu'il m'a demandé, j'avais 16 ans. J'étais à 2 jours de finir mon stage de parapente. Et puis il est venu me dire en me disant le mois prochain tu pars avec nous. Moi je faisais mon stage en juillet, il partait en août à cette époque-là. Super surprise, c'était bien, très bien. On a eu le drame de perdre notre fille en 85 et Jeannot a commencé à partir en 89 au Groenland. Ensuite, Mel a suivi en 91 et moi je restais à la maison et c'était invivable pour moi. Bon, c'est vrai que nerveusement j'étais pas très bien. Donc de les sentir là-bas, pour moi c'était très loin, c'était vraiment le bout du monde. J'ai très mal vécu leur absence. Je ne bougeais pas de la maison. Je me disais, bon, s'ils ont besoin d'une adresse, moi j'ai tout ce qu'il faut ici. C'est vrai que je devenais un peu gaga, quoi. Ouais, en plus, on m'avait envoyé en Martinique pour que je m'inquiète moins. Et j'ouvre le journal local de là-bas, un tout petit encart, l'expédition Atlantis a disparu. On est sans nouvelles. Alors vraiment, je dis, cette fois, ça suffit. Donc quand ils sont rentrés d'expédition, je leur ai dit, moi l'an prochain, je pars avec vous, je ferai la nourriture, la cuisine, n'importe quoi, mais emmenez-moi. Mais je ne reste plus à la maison toute seule. Et voilà, en fait, c'est comme ça que ça s'est décidé. Et oui. Trop lourd, là, quand même. Non, pas si lourde que ça, man. La première fois que je suis descendu dans le moulin, c'était en 88. J'étais pas âgé. En 88, j'avais 13 ans et demi. Ouais. J'étais venu ici, en fait, sur la mer de glace, avec une bande de copains, pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Mais le moulin, on n'a pas pu le faire, parce que ça coulait trop. On est descendu à 15-20 mètres, et puis basta, quoi, on n'a pas pu aller plus bas. Il a voulu mener sa propre expérience. Mais nous, de l'autre côté, on était aussi angoissés, parce qu'on était en relation permanente avec de la famille de Chaumier pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose de mauvais qui se passait sur la mer de glace. Donc on était quand même assez angoissés à cette époque-là. La première fois que j'ai fait de la spéléologie, j'avais à peu près 6 ans. C'était la toute première fois, c'était la grotte des Ferrières. C'est devenu très rapidement une curiosité assez extraordinaire. Tout petit, à 6 ans, on faisait des passages où l'être humain, adulte, ne pouvait pas passer. On avait déjà ce sens-là, enfant, d'être des petites taupes. Donc ça a été une motivation qui a été considérable. C'était le déclic de la passion de l'exploration dès le début. Comme on dit souvent aux gamins, la curiosité est un vilain défaut, c'est une qualité extraordinaire. Moi j'ai commencé enfant, donc c'était la curiosité qui m'amenait là. Et puis, plus ça a été, plus on a pris de l'âge et de l'assurance, ça a été un petit peu de faire ce que les autres n'avaient pas l'habitude de faire quelque chose que personne ne faisait. Si c'est vrai que explorer les grottes, c'était au début une part de plaisir. Il y a eu aussi un service rendu pour les scientifiques. Dans le calcaire, dans les grottes, dans le Vercors, donc on a travaillé avec le génie rural pour connaître les circulations des eaux souterraines, pour savoir si le village du dessus ne polluait pas en eau potable le village du dessous.
Tout comme Jeannot, Maël a appris la spéléologie dès l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, il initie ses propres enfants âgés de 3 et 4 ans. Allez, je viens t'aider. Regarde bien, tu mets tes pieds. Hein. Du sang esquimau coule dans leurs veines. Leur mère, Heidi, est une Inuit que Maël a rencontrée au Groenland. Allez, essaye de monter tout seul. Reste là. Puisque tu es né avec un casque de spéléo sur la tête, ce livre t'est vraiment dédié, avec toute notre amitié, Marie Lopé. Tu vois, regarde comment c'est fait une grotte. L'eau, elle arrive là, hop, elle creuse, elle creuse, elle creuse, elle creuse. Ça fait des gros trous partout, puis hop, elle ressort là. Rivière. Oui, mais ça, hein, L'eau. un lac. Là, c'est ta téléphone. Oui, c'est mon téléphone. Ouais. Et ton bel là. Non, mais laisse-le, ouais, il est bien là. T'as vu là, regarde, on voit le matériel de spéléo. Alors ça, c'est un sac, ça s'appelle un kit. Ouais. Pour mettre les cordes. Là, c'est le casque, comme Monique l'a mis l'autre jour. Et mal aussi. Ouais. Et là, regarde, c'est comme à Tata, Jeannot, Toi, Jeanne. t'es ici. Ah bon. D'accord, et là, Maël. Et là-bas. Là-bas, c'est des petites stalactites. On appelle ça des stalactites en chou-fleur. Là, il y a un gros. Ouais, là, c'est une grosse, ouais. J'ai l'impression d'avoir mes yeux à leur place, en fait. Je crois que j'arrive à ressentir ce qu'eux, ils voient. Je me vois petit, quoi. C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais je vois Jeannot aussi petit. Et là, regarde. Je le devine comme ça. À gauche. Un petit gamin qui découvre quelque chose, quoi. On se revoit. Quand il pleut, l'eau, elle traverse le rocher. Et là, 6. J'ai jamais fait de spéléo avec Jeannot Janine. Jamais de canyon, jamais d'escalade, en fait. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en même temps que j'encadrais en spéléologie, j'étais conseiller technique départemental et national de spéléo secours. Donc j'ai tellement ramassé de gens qui avaient eu des accidents graves, mortels, que j'ai toujours eu peur. Je préférais plus que les autres encadrent, des gens de confiance, encadrent Maël, parce que je sais qu'au moins comme ça, je n'allais pas le gêner, j'allais le laisser libre. J'ai toujours voulu le laisser libre dans ses mouvements. Enfin, on a toujours voulu ça, parce que c'était important. Si la disparition de Valérie aussi. Et puis on a eu la disparition de notre fille, donc en perdant une fille dans un accident un petit peu en canyonisme, après une belle sortie de canyonisme. Et donc on a évité de faire prendre le moins de risques où on était présent. Et par contre, la première fois qu'il est venu sur la glace, et même encore maintenant, on est pénible entre nous parce que chacun surveille l'autre. On est devenu peut-être très très solidaires de ce côté-là, au niveau de la sécurité, au niveau, je dirais, de l'affection qu'on a entre nous, ça c'est sûr. La deuxième journée sur la mer de glace va commencer. La neige est tombée toute la nuit. Il fait moins froid, mais Jeannot n'aime pas cela. Ce redout est source de danger. Entre autres, interdiction absolue de sortir du camp en dehors des chemins repérés. Partout, des crevasses sont cachées sous de fragiles ponts de neige. Le seul vrai repas de la journée avant le soir, un solide petit déjeuner. Objectif du jour, faire une première reconnaissance du moulin et décider de son équipement technique pour l'exploration. Kim fait partie de toutes les expéditions de Jeannot. Il est venu spécialement du Groenland pour cet entraînement. L'exploration, contrairement à l'aventure où c'est un exploit subit, quelque chose déjà de construit d'avance. L'exploration, c'est nous qui construisons de A à Z, du début jusqu'à la fin. Donc on a besoin d'abord de comprendre ce milieu, de l'étudier. On commence toujours par l'amont et on veut aller vers l'aval. Les glaciologues connaissent les glaciers en surface, mais ils ne connaissent pas du tout en profondeur. Et ben, c'est tout ce domaine-là qu'on cherche à comprendre. Je crois qu'un explorateur, c'est un parcoureur d'espace pensant. Donc il n'est pas là pour faire de l'exploit pour l'exploit.
Il est là pour travailler intellectuellement, et ça c'est très important. Allez, faire prendre ça là, c'est l'enfer. Qu'est-ce que tu veux? Il reste que 2 broches? J'envoie une pelote. Donc celui qui part en premier, il faut qu'il se pende l'autre pelote dessous. Non mais si on va jusqu'en bas, il faut bien tout prendre, pas? 150 mètres, il faut Non mais si après il y a une galerie, quoi que ce soit, Kim, Luc veulent progresser. On largue? Allez. Et toi là, quand on fait une déviation. Bam. Ça fait 20 mètres. Non mais ça continue derrière. Ça fait 3 paliers, ouais. Kim descend le premier pour assurer la sécurité à l'intérieur du moulin. Toutes les expéditions de Jeannot font l'objet d'un film, mais tourner les expéditions demande aussi un entraînement pour les caméramens. Descends, et lui, tu crois pas qu'il va rester sous toi pour que tu lui envoies des blocs de gaz sur la gueule? Regarde bien tes pieds pour être bien stable. Ouais. Et assis-toi bien. Allez, François, fais gaffe derrière toi. Rapproche-toi de ta paroi à toi. T'as la caméra qui est pas loin derrière. Voilà. Je pense que c'est un moulin qui doit approcher avec 70-80 mètres. Mais comme on est tard dans la saison, il se referme trop rapidement, trop sérieusement. Donc, comme il n'est plus en activité par l'eau, et on est à la fin des explorations. Mais autrement, c'est un très beau moulin au point de vue entraînement. C'est un des plus beaux moulins des Alpes, de toute manière. Il n'y en a pas des centaines. Bon bah c'est comme tu veux, j'y vais, t'y vas. Allez, vas-y, va. Bon bah tout à l'heure. Alors, le relais, hein. Ouais, j'ai pendulé à gauche. On est bien d'accord, donc vous faites une pointe jusqu'au passage 3, quoi, puis après vous arrêtez là. Ouais. Ok. Non, puis j'ai le télémètre, comme ça on va faire une petite mesure de verticale. Quand vous passez les 3 tures, et puis après quand vous allez ressortir, donc avec la refermeture. Ouais, on va essayer de mettre des balisettes au fond, puis déjà aussi verticalement, hein, pour voir un peu comment il est configuré, quoi. C'est trop. Fais un bisou à mon fils. Ok, Dac. Il est un peu con le départ, hein. Ouais, ça va. Allez. Le danger et aussi la peur est nécessaire dans ce qu'on fait. Elle fait partie d'une exploration réussie. Je crois que celui qui dit j'ai pas peur quand j'explore, en partie il est inconscient parce qu'il ne connaît pas ses limites. Et c'est facile d'être à la merci d'un pépin. Il est présent en permanence, donc le danger est nécessaire. Il est important d'avoir peur. Le danger, les risques extrêmes sont les aliments d'une passion qui ne s'estompe jamais. Même de retour au village, dans leur vie quotidienne, les Lambertons sont toujours sous son emprise. À partir du moment, je dis bien à partir du moment où je ne pourrai plus du tout aller sur le terrain, ma vie peut s'arrêter, ça c'est sûr. Si, c'est important. C'est important. Non, mais je crois que tu dois le ressentir comme ça aussi. Je reviens un petit peu à Taziev quand il est mort. C'est à partir du moment où il ne se sentait plus utile dans sa passion de volcanologue, où il s'est senti évincé, c'est là qu'il est mort. Ça l'a tué. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Et c'est lui qui m'a inculqué cette passion de la spéléologie. Donc je dis, si je vois que mon moteur n'est plus alimenté par cette passion, ma vie n'a plus lieu d'être, ça c'est sûr.
Et pour la Patagonie, t'as des infos un peu? Bah, le projet est en cours. Tout dépend. La Patagonie, ça sera. Normalement, ça serait d'ici 2 mois. C'est en projet. Mais il y a plutôt l'Islande avant. Parce que le glacier bouge moins vite. Je crois que ça reviendrait moins cher la Patagonie même que l'Islande. Ça dépend. Non, mais la Patagonie, c'est le plaisir d'aller en Patagonie et d'aller dans ce glacier. Ça peut être l'Alaska aussi, hein, pendant l'été. Faudra voir ça. Beaucoup de personnes dans ma famille sont mortes d'un accident de montagne. Donc j'ai préféré le ski. J'ai jamais fait de haute montagne. Moi aussi. I don't like. Et toi, tu vas faire la spéléo? No, I don't like. It makes me afraid. C'est vrai que quand j'ai connu Jeannot, j'ai aussi connu la spéléo. Et ça, j'ai aimé tout de suite. Je crois que c'est parce que j'aimais très fort Jeannot. Pas grand, hein? C'est bon, j'ai une première. Pied qui est coincé. Tu mets le dos pareil, hein, comme quand t'es descendu. Ça va? Là, tu peux attraper de là, peut-être. Là. Je suis relativement peureuse, donc je suis très méfiante et prudente. Attends, je vais partir sur le dos, hein, depuis le début. J'ai toujours un peu peur en fait. Mais je trouve que je suis dans un monde tellement magique. Ça va, Lilo? Quelque part, j'oublie la peur, mais elle revient à tout moment. J'ai mal orientée. Ça va? Ça va, Jérémy? Elle arrête de dire ça va. Pour la vie. Ça va, Jeannie? Tu te souviens quand on a emmené Maëlle pour la première fois? Le village de Munich, en fait. 4 ans. 4 ans. Si je me souviens bien, c'était... Son casque était plus gros que toi, pratiquement. Ah, sûrement. C'était vers la Balme de Rancuren, là-bas, au-dessus. Et Cyril Brun. Je me souviens de ce gros rocher où on grattait dessous, là, on sortait des os, je sais pas si c'était de l'ours ou Non, du lion de caverne. du lion qui avait. Surmontant sa peur, surmontant les souvenirs douloureux de son enfance, pendant des années, Janine a vécu cette passion de la spéléologie aux côtés de Jeannot. Maintenant, Maëlle les rejoint parfois. Tu peux attraper le barreau, hein, Janine. Là, t'as une petite là. Aujourd'hui, les expéditions dans les grottes du Vercors ne sont plus des explorations, mais à la fois un entraînement et une sorte de pèlerinage vers les émotions d'autrefois. Les émotions d'avant la glace, celles d'avant le Groenland. On voit Maëlle prendre une aisance extraordinaire sur une paroi ou sur des petits becs rocheux où il faut presque en être en équilibre. Mais c'est ça l'assurance. Je prends de plus en plus confiance en Maëlle. Ça, c'est sûr. Je suis fier de lui. Au début, ça a été difficile un peu. Se tirer
tirait la bourre. On se tirait la bourre. Il a une technique qui est peut-être plus récente, qui est peut-être pas la meilleure, hein. Moi j'ai une technique plus ancienne bien sûr, mais plus peut-être aussi au niveau de la sécurité parce que... Peut-être pas la meilleure. Hein. Parce que pendant 15 ans j'étais conseiller technique national des secours. Donc des accidents j'en ai vu. Alors, au début on s'engueulait tout le temps, quoi. C'était assez épique. C'est ce qui fait qu'on est encore plus sécurité, je pense. Qu'on se contredit sur certains trucs, on arrive à savoir quelle est la meilleure technique, quel est le plus fiable ou le plus sécurité. Je pense que c'est comme ça que c'est. Ouais. C'est le mieux. Ça passe dessous déjà. Ça va dans le meilleur sens. En fait, l'avantage du descendeur stop, si tu mets à l'envers, tu bouges pas. Alors, comment on fait déjà? Allez. À partir du moment où on est au bord du gouffre, donc là il y a des divergences. Parce que moi j'ai le souci à faire passer tout le monde. Pour le scientifique ou la personne qui n'a pas l'habitude, il faut que ça soit à sa hauteur. Qu'il n'ait pas à chercher. Pour lui, c'est psychologique. Il va penser tout de suite risquer sa vie. Moi j'ai le souci du confort maximum pour l'ensemble de l'équipe. Je n'ose pas regarder. Bien que notre souci à nous, c'est qu'on surveille même mutuellement, pour savoir, moi je tiens à lui, lui tient à moi, je crois que c'est naturel. Donc là, ce côté-là, on fait très attention. Maëlle, tu fais la danseuse, ça t'amuse? Moi non. De plus en plus, Maëlle prend ma place, à tout point de vue d'ailleurs. Et parce que je sais qu'il est compétent et puis que, ma foi, moi, je prends de l'âge aussi. Il y a toujours des moments où je dis non, ça m'embête que même mon fils passe devant moi, quoi. Ça m'embête. C'est plus fort que moi. Il y a quand même toujours cette envie de première, d'avoir ce privilège pendant très longtemps, pendant plusieurs expéditions. Tous, que ce soit Maëlle, Jean-Philippe ou tous les membres de l'expédition, en disant non, la première personne qui va descendre dans le moulin, ce sera Jeannot, c'est son privilège. On n'a pas le droit de lui enlever ce privilège. Attention. Serais-je prêt à prendre la place de Jeannot pour faire une expédition? Je ne sais pas trop. Je pense que je pourrais commencer à prendre la relève, techniquement, et organisation, je dirais sur place, oui. Mais tout ce qui est côté justement gérance des sponsors, tout ça, je crois que là, j'aurais plus de mal. Je pense que Jeannot, pour ça, il est plus fort que moi, parce qu'il arrive mieux à faire rêver les gens sur ses expéditions, tout ça, que moi. Moi, j'ai du mal à en parler, j'y arrive pas trop. J'aimerais bien changer un peu ce côté grosse expédition, je dirais. J'allais dire une grosse population sur le glacier. À chaque fois, c'est vrai qu'on a des gros camps de base qui brassent du monde toute la journée. Moi, j'aimerais bien plutôt venir à une expédition, je dirais, déjà beaucoup plus fun, beaucoup plus dynamique. Jeannot, dans ce cadre-là, il se rend de plus en plus compte, je pense, qu'il faut justement ramener de plus en plus de jeunes pour qu'il y ait une suite derrière. Je pense à monter des expéditions avec des copains un petit peu, un peu partout, déjà surtout en France. Faire des expés, je dirais, un peu fun sur l'hydrospeed, sur du parapente, un peu d'escalade, de grandes falaises, tout ça. Mais c'est des expés, ça n'a rien à voir avec le Groenland, c'est plutôt entre copains, entre nous, quoi. Il va y avoir à se faire plaisir. Je
surpasser, quoi, de dépasser un peu pas les limites, mais un peu des choses nouvelles. 8 heures du matin sur la mer de glace. La 3e journée d'entraînement commence. J'ai changé les trucs derrière parce qu'il faut remonter au maximum pour descendre plus bas. Plus de serrage, et voilà. Le plan de bataille est établi. Aujourd'hui, le fond du moulin doit être atteint et la reconnaissance achevée pour l'arrivée des scientifiques étrangers demain. Mais nous ne savons pas encore qu'aujourd'hui sera la dernière journée de l'expédition. Ah, c'est beau là-haut. Attention à la neige! Bisous Amel, hein. Kim. Hey, yeah, I'm coming. Okay. Yep. Kim. Amel. 1 heure est nécessaire pour assurer la descente de l'équipe. Et la météo devient instable. Brusquement, des vents de brume glacée s'abattent sur la mer de glace. Amel. Nickel. Ça va très bien. Hein? Il est magnifique, hein. Tu verras la forme qu'il a plus bas, c'est beau. Il rappelle Sud 93 avec les grosses plateformes en bas. Magnifique. Puis là, la cascade, elle commence à goutte à goutte. Il est bien le relais là. Il sert à rien. Allez, ma petite maman, fais-toi plaisir. Assis-toi bien, maman. Voilà. Super. Ça va, Janine? Super. Ah, doucement, stop. Stop, Janine. Oui, T'es descendu trop loin. bah oui, Remonte un peu vers moi. Stop, bouge. je t'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Je suis allée trop bas, j'ai pas vu papa. Elle m'a manqué, ta mère. T'as vu où ils sont? Il faut que t'ailles vers eux. C'est une grande fascination. J'ai déjà fait pas mal de moulins en Groenland. Et là, je suis de nouveau émue par tant de beauté. Je me sens si petite. Ces endroits représentent plein de mystères, de découvertes à l'état pur, sachant en plus qu'on est les premiers à descendre dans un moulin. C'est surtout un plaisir qui est extraordinaire d'être dans un univers qui est encore nouveau, qui est aussi magique que celui-là. Oh, c'est beau là. Je leur fais toujours des bisous. C'est important pour moi et pour eux. Dans une expédition, je pense que les liens sont encore plus forts. On est dans un milieu tout de même un peu extrême, je dirais, et ça rapproche davantage. Ça fait partie aussi d'un amour de la famille. On est toute une famille. Il y en a, bien sûr, il y a Janine, il y a Maëlle, et puis il y a les meilleurs amis du monde. C'est ceux à qui on a complètement confiance dans tout ce qu'on fait. Ce qui permet aussi que chacun surveille l'autre. Et c'est toujours fait comme ça. Que ce soit au Groenland ou ici à la mer de glace. Tout le monde est en souci pour l'autre. Ça permet de limiter tout ce qu'il peut y avoir comme dangereux. Ah, tu l'as fait passer la corde là? Ouais. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Qu'il a trouvé une aire de pique-nique. Ah. Ça va, Janine? Ben, Luc est en train de me préparer. Super. C'est parti.
Bon, je vais prendre mon temps. Là. Je traverse un petit peu là. Ça va taper là, Jenny, suffisamment? C'est bien. Ouais, ça va bien. C'est mieux comme ça. Je pensais plus que c'était comme ça. Janine et Jeannot quittent le moulin. Au fond, Maël est rejoint par Luc Moreau. Ils veulent trouver l'extrémité du gouffre. Mais les difficultés sont énormes. Ils sont à moins 70 mètres et les mouvements du glacier ont terriblement comprimé le moulin. Longtemps, les deux hommes cherchent un passage. Mais la nuit est tombée, ils sont obligés de remonter. 80 mètres à la force des bras et des jambes. Ah, craqué. Vite, il se referme. Aujourd'hui, ce sont donc les hommes qui ont mené l'exploration. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Dans les expéditions, il y a bien souvent de plus en plus de femmes parce que une femme savent mieux gérer leur stress, leur autonomie, leur passion. On était 3 femmes et on trouvait que les hommes nous laissaient un peu tomber. Ils faisaient leur moulin, ne nous proposaient pas tellement de les suivre. Donc toutes les 3, un jour, on a décidé de faire notre expédition. Exploration. On a préparé notre matériel et tout, sans rien dire aux hommes. Et donc on a progressé dans le moulin. Et à un moment donné, bon, on avait des radios, évidemment. À un moment donné, on s'est dit, tiens, on va les prévenir qu'on n'a plus de cordes. Il faut qu'ils nous apportent des cordes. Ils étaient fous au camp. Oui. Déjà, ils ne savaient pas où on était. Et quand on leur a dit qu'on était dans un moulin et qu'on avait vite besoin de cordes parce qu'on voulait continuer, quoi. On a jeté un froid, je pense. En fait, les 3 femmes ensemble étaient capables d'aller, je dirais, au bout du monde. On a trouvé même ça extraordinaire, qu'ils décident de dire, bon, un peu ras-le-bol de ces bonhommes. Donc après, quand même, on est remonté, puisqu'ils n'ont pas voulu nous apporter les cordes qu'il fallait. On est remonté, on est sorti du trou, il faisait très nuit, hein. C'était très tard déjà. Hein. Et on apercevait des petites lueurs vers le camp. Ils étaient tous là, en fait, dehors, tu vois, à surveiller. Et nous, on arrivait en chantant, en sifflant, riant, enfin bon. Narguant. Un peu. Mais c'est vrai qu'on s'est éclaté, je dois dire, c'était vraiment génial. Les 3 filles, là. Donc, elles sont bien foutues de nos gueules, quoi. Et c'était très bien. C'était beau, en plus. Pendant très longtemps, j'ai dit il faut le maximum de femmes dans les expéditions parce que c'est vrai que d'abord, il y a une meilleure tenue dans l'ensemble de l'expédition. Les gens se lavent beaucoup plus, ça c'est vrai. C'est bête à dire, se lavent beaucoup plus, se rasent, se font plus attention à leur toilette. Et une femme amène une certaine chaleur, une certaine gaieté aussi. Et je dis, elle contrôle un petit peu le comportement général. Ah, puis elles ont un instinct, je dirais, pas un instinct de survie, oui, un instinct de survie qui est extraordinaire, c'est vrai, parce que je me souviens une fois, on avait un gros problème de nourriture, donc on avait un petit avion qui est venu nous larguer un peu des pâtes, du beurre. Et puis c'est vrai que le mec, c'était la première fois qu'il larguait de la nourriture, donc il s'y prenait pas très bien, il arrivait tout mal, et puis il lâchait les cartons, puis tout explosait sur la glace, le beurre s'étalait sur 2 mètres, c'était sur le coup comique,
Et c'est vrai qu'après, sur le coup, quand les hommes étaient rentrés à la tente, à la nuit, tu avais les femmes à la frontale qui ramassaient encore le beurre, le riz à la cuillère pour être sûr qu'il y ait assez de nourriture pour tout le monde. Je dirais qu'entre les membres de l'expédition, qu'ils soient hommes ou femmes, il y a une amitié qui est très très forte, mais je dirais c'est presque de l'amour entre les membres de l'expédition. Faut pas oublier qu'on joue un peu avec la vie et la mort. La mort est toujours présente, et la joie est toujours présente aussi. Quatrième jour. La mauvaise nouvelle vient de tomber. La météo annonce une tempête de neige imminente, durée possible des intempéries, 10 jours ou plus. C'est dur. On recommencera la prochaine fois. Demain peut-être. C'est la loi de la nature. La décision est prise. Partir avant d'être prisonnier du mauvais temps. Le démontage du camp se fait le cœur gros. Le bilan est sévère. Les scientifiques n'ont pas pu venir, l'entraînement est interrompu et les nouveaux matériels ne seront pas testés jusqu'au bout. À la chapelle en Vercors, le fief du clan, la vie va reprendre alors son rythme quotidien. Les explorateurs y coulent une existence familiale, bercée par la nostalgie du Groenland. C'est tout noir. C'est le Groenland qui m'a tout apporté. Dans l'hélicoptère qu'on prenait pour monter sur le glacier, il y a une hôtesse de l'air qui s'appelle Heidi. Et puis le jour où on redescendait en hélicoptère, elle m'attendait, elle m'a tout de suite tendu la main pour aller prendre une douche chez elle, me faire tout neuf encore, au lieu d'aller dans les mauvaises douches de l'hôtel où on a l'habitude d'aller. Puis elle m'a demandé si je voulais rester, j'ai dit oui. D'accord. Je suis fier de cette histoire parce que ce fait d'avoir rencontré une femme dans le pays que moi j'adore personnellement, et en plus une Esquimau, donc pour moi c'était un peu, c'est plus ou moins un rêve qui se réalisait. Puis aussi vis-à-vis de mes parents, je crois qu'ils avaient pour eux c'était une grosse fierté aussi que je ramène une Inuit de là où on passe les plus beaux mois de notre vie en expédition. C'est vrai que pour tout le monde, même mes potes ici en France, pour eux c'était un peu pour eux c'était du délire, quoi. Ils y croyaient pas. J'étais pas du tout le genre de gars à avoir des copines, tout ça, parce que j'avais plus l'impression de perdre du temps. Je pouvais pas aller en montagne, je pouvais pas aller grimper. J'étais plutôt le mec seul. Je ne trouve pas de mots pour expliquer tant de beauté. J'éprouve une grande émotion au fond de cette fabuleuse cathédrale de glace. Je suis si petite. Et puis mon regard fixe le petit trou d'entrée. Il faut remonter. J'installe ma poignée d'ascension, je défais ma longe et tranquillement je me hisse sur la corde. Mes yeux ne sont pas assez grands pour tout voir. Pourtant, je veux tout saisir, ne rien oublier. Je suis curieuse comme jamais je ne l'ai été. Aussi, comme pour la descente, je prends le temps, j'admire. Ça te rappelait quoi? On se retrouvait là-bas, quoi. On se revoyait là-bas, ça c'est sûr. Même par bride, c'est... Ouais, parce qu'en fait, tu es un peu mélangé, mais... On a toujours la tête là-bas, quand même. Ouais, c'est sûr. Je suis un homme de motivation
Il faut que tout ce que je vois me donne une force, une puissance de motivation. Là, on est dans le Vercors, c'est difficile à m'intéresser au Vercors. J'ai tellement parcouru, j'ai tellement... Mon problème, c'est un problème ou un avantage, je sais pas, mais j'aime pas repasser plusieurs fois au même endroit. Ça me paraît très très difficile. Il faut que moi, la beauté me fasse presque pleurer, c'est quelque chose. Et il faut qu'il y ait une communion entre le site et moi. Je dirais que la calotte, ça m'a aidé à... j'ai réappris à vivre, à sourire, et j'ai repris confiance en moi. Mais parce que j'étais avec Jeannot et Maëlle aussi. Ça, c'était très important pour moi. Avec eux, je serais allée au bout du monde et... Donc c'est pour ça, enfin, le Groenland, pour moi, c'est... Il y a quelque chose de très très fort. C'est 365 jours par an, on a la tête là-bas. Ouais, c'est sûr. Et ouais. Vite préparer la prochaine. Tout de suite? On y va?